Au temps moderne, tout spécialement au XVIIe siècle, l'érudition historique et philologique joua un rôle central dans la culture religieuse française, jusqu'à en venir à caractériser, par contraste, sinon en opposition avec un catholicisme qu'on peut, pour faire vite, qualifier de baroque ou de méditerranéen, jusqu'à en venir à caractériser un style distinctif de catholicisme. L'enjeu historique, dès lors, d'une étude sur l'érudition dominicaine n'est pas de dresser un catalogue ou a fortiori un palmarès, selon les critères de la recherche actuelle. Il s'agit de s'interroger sur la place de l'ordre dominicain et son éventuelle originalité à l'intérieur de la culture gallicaine. À la base, si l'on ose dire, on trouve une érudition que l'on pourrait dire corporative ou identitaire, tournée vers l'ordre lui-même, son passé, ses illustrations. À bien des égards, Anne Reljon le rappelait tout à l'heure, elle se situe dans la continuité du Moyen-Âge. Dans une étude sur la postérité de Bernard Guy, dans l'historiographie dominicaine, le père Montagne avait déjà bien montré la persistance, au XVIIe et XVIIIe siècle, d'une visée morale. La mémoire du passé de l'ordre doit stimuler la dévotion, préserver du relâchement, inciter à l'action de grâce. Cette perspective morale n'est pas propre aux dominicains, elle n'est aucunement incompatible avec l'érudition la plus rigoureuse, puisqu'elle inspire aussi bien les annales bénédictines de Mabillon. Un autre objet, ad extra, celui-là, et sans doute plus spécifiquement moderne, que Bernard Dompnier évoquait, c'est la gloire de l'ordre. Pro ordinis gloria, vel augenda, vel sustinenda, écrit le maître général Antonin Cloche dans sa lettre du 4 mai 1688 pour relancer les recherches sur l'histoire dominicaine. Les annales de l'ordre, écrit encore Cloche en 1693, feront resplendir l'honneur de l'ordre. Là encore, il s'agit d'une préoccupation que l'on retrouve dans tous les ordres religieux à l'époque. S'il y a ici une originalité dominicaine, elle tient, il faut bien le dire, à l'impuissance de l'ordre à produire sa propre histoire. Le médiéviste Grado Merlot a pu ainsi résumer les choses. L'ordre dominicain a toujours eu des attitudes changeantes vis-à-vis de la recherche historique et de son organisation, avec des moments faibles et des moments forts, et avec une volonté mimétique vis-à-vis des franciscains qui n'a pas toujours été soutenue par des capacités égales, tant personnelles que collectives. Le cas le plus connu, c'est le fiasco de l'histoire universelle de l'ordre, sous forme d'annales, confié au père Tommaso Malvenda, dont le premier et unique volume est publié précipitamment en 1627 pour faire contrepoids aux Annales Minorum de Wading, dont le premier volume avait paru 2 ans plus tôt. Il n'est pas indifférent que les 2 grandes remises en chantier de ce projet historiographique de l'ordre soient à l'initiative de maîtres généraux français. On a déjà mentionné l'action, à la fin du XVIIe siècle, de maître Cloche, qui décide un programme de recherche locale destiné à servir de préliminaire à l'entreprise. Les Monumenta Conventus Tolosani, publiés par le père Jean-Jacques Persin en 1693, avec une dédicace à Cloche, sont le principal fruit de la campagne. Et les citations des panégyriques de Grégoire de Nazianze, mises en épigraphe par l'auteur sur le devoir de louer nos ancêtres, ces citations donnent d'emblée l'esprit du travail. Cloche lança aussi l'édition du Bullaire de l'ordre. Le second éditeur du Bullaire, Antonin Brémond, devenu à son tour maître général, entreprit au milieu du XVIIIe siècle de relancer les annales, désormais confiées à une équipe internationale réunie à Rome. Donc on a l'idée qu'il faut passer de l'individuel au collectif, mais l'entreprise, on le sait, s'interrompt de nouveau après le premier volume.
La plus grande comme la plus durable réussite de l'érudition dominicaine fut donc la biobibliographie de l'ordre, déjà évoquée, les Scriptores Ordinis Predicatorum, commencé par Jacques Quétif et achevé par Jacques Échard, l'un et l'autre du couvent de l'Annonciation de Paris. Le premier volume paraît en 1719, à la toute fin du généralat de Cloche, grand promoteur de l'entreprise, le second en 1721. Il a déjà été relevé comment l'adoption finalement de l'ordre chronologique à la place de l'ordre alphabétique initialement prévu transforma un répertoire en une véritable histoire littéraire. Cette prime à la chronologie est caractéristique de la culture gallicane du temps. C'est parce qu'il a suivi l'ordre des siècles, dans ses Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, que Mabillon considère qu'il a fait œuvre d'historien, et pas seulement de compilateur. Je cite, « Observer la suite des temps est le caractère de l'histoire ». On peut ajouter que, en passant à l'ordre chronologique, Échard s'écarte du modèle des bibliographies particulières des ordres, celui en particulier de la Bibliotheca Scriptorum Societatis Jesu de Ribadeneira Algambe Saofuel, à laquelle il fait clairement allusion dans sa préface quand il cite les savants qui lui ont expliqué que l'ordre alphabétique aurait pu être tolérable si l'ordre dominicain n'était né que depuis un siècle, ou tout au plus un siècle et demi. Il s'écarte donc de ce modèle jésuite pour retrouver la tradition des bibliographies ecclésiastiques générales, depuis le De Viris Ecclesiasticis, Leviris Ustrebus de Jérôme, jusqu'à la récente Scriptorum Ecclesiasticorum Historia Literaria de William Cave. On passe d'une célébration corporative à une contribution à l'histoire générale de l'Église. Échard développe explicitement le thème dans sa préface. Reste, encore une fois, que ce monument de l'érudition dominicaine fait plutôt figure d'exception. Dans la même période, toujours au couvent de l'Annonciation de la rue Saint-Honoré, d'autres pères travaillaient directement au grand chantier de l'érudition gallicane. Les pères Jacques Goard, 1601-1653, François Comfils, 1605-1679, Michel Lequien, 1661-1733, formèrent, pendant près d'un siècle, une véritable tradition de patristique grecque et d'études byzantines. Des années 1640, qui virent l'apparition des premières éditions de Comfils et celle de l'Eucologe grec de Goard, jusqu'à la publication posthume, en 1740, de l'Oriens Christianus de Lequien. On peut bien parler de tradition, puisque Goard fut l'examinateur pour l'ordre et l'approbateur des premiers ouvrages de Comfils, que celui-ci hérita des papiers de son confrère et mena à bien certains de ses travaux, et que l'héritage de Comfils fut repris à son tour par Lequien. Il s'agit d'une érudition au caractère institutionnel très marqué, sous le double patronage de l'Église gallicane, à travers l'Assemblée du clergé, et de la monarchie. Goard et Comfils donnèrent plusieurs volumes à la grande collection des historiens byzantins de l'imprimerie royale, dite byzantine du Louvre, en particulier la chronographie de Théophane, dont l'édition commencée par Goard fut achevée par Comfils en 1655, et le recueil des Historiae Byzantinae Scriptores post-Théophanem par Comfils, paru posthume en 1685. Plusieurs des éditions de Comfils sont dédiées à l'Assemblée du clergé, qui lui avait accordé une pension. C'est le cas, en particulier, des œuvres de Maxime le Confesseur, sans doute le travail le plus important de Comfils, dont les 2 volumes parurent en 1675. Le 3e volume prévu est resté inédit après la mort de l'éditeur. Quant à Lequien, son édition de Saint Jean Damascène, qui est au départ un projet de Comfils qui le reprend, publié en 2 volumes in folio en 1712, n'aurait pu voir le jour sans l'intervention du pouvoir royal. La grosseur des volumes, les frais de l'impression
et l'interruption du commerce, et nous sommes pendant la guerre de succession d'Espagne, explique l'abbé Jean-Paul Bignon, directeur de la librairie, dans une lettre de 1711, avait tellement effrayé nos libraires qu'il a fallu, pour les engager à une telle entreprise, que je leur accorde la continuation des privilèges de leurs autres livres, dont le débit est prompt et aisé. On retrouve là le mécanisme qu'Henri-Jean Martin avait autrefois signalé dans le cas des bénédictins de Saint-Maur, et qui consiste à faire subventionner les livres savants par les acheteurs des livres populaires. On ne s'étonnera pas que tous ces ouvrages, comme aussi bien du reste les scriptores de Kétif et Échard, portent la marque des grandes convictions du milieu savant gallican, à commencer par la conception fermement documentaire de la tradition. La préface d'Échard aux scriptores commence par poser le principe, je traduis, la tradition sur laquelle s'appuie une grande part de la foi chrétienne ne peut être confirmée plus sûrement que par le témoignage constant des écrivains ecclésiastiques dans leurs ouvrages, selon la suite des siècles. Dans une lettre d'août 1715 à un correspondant romain, probablement l'abbé Giusto Fontanini, futur archevêque d'Ancyre, Lequien déplore le déclin des études ecclésiastiques à Rome, alors que rien n'est plus utile pour défendre, affirmer, venger la foi et la vérité catholique. Il ne manque certes pas de gens en France même, et ce sont les jésuites qui sont visés, de gens qui s'efforcent délibérément de nous jeter dans le même abîme d'ignorance en utilisant tous les moyens pour tendre des pièges à ceux qui étudient la vénérable Antiquité. Les érudits dominicains rejettent donc sans hésiter les prétentions romaines, comme on disait, dès lors qu'elles leur paraissent contredire les monuments de la tradition. Dans sa fameuse Historia Haeresis Monotelitarum de 1648, dont Goard est l'approbateur, Comfis déploie toute sa connaissance des sources grecques pour démontrer, contre le cardinal Baronius, que le pape Honorius fut bien condamné pour hérésie monotélite par le troisième concile de Constantinople, le sixième concile écuménique. Et Comfis affirme expressément, dans ce contexte, la distinction gallicane entre sedes et sedens, entre le siège apostolique et l'homme particulier qui y préside et qui peut être indigne et errant dans la foi, comme l'avait été Libère au temps de l'arianisme. La foi des Romains n'est pas celle de tel ou tel pape, sinon dans la mesure où il agit, parle ou décrète en tant que véritablement chef de ce corps, et comme on dit ex cathedra, c'est-à-dire, la définition française de l'ex cathedra, qui n'est évidemment pas la définition romaine, c'est-à-dire avec le conseil de ses frères et d'après le sens commun de l'Église. L'ouvrage est mis à l'index en 1661, il y reste jusqu'en 1900. Aux yeux des Gallicans, cette condamnation illustre longtemps l'arbitraire des congrégations romaines. Antoine Arnaud, dans ses difficultés à Steillard, met la condamnation de Comfis sur le même plan que la condamnation de Galilée. Je passe, faute de temps, sur la question du jansénisme proprement dit, qui réclamerait de longues distinctions, en particulier entre XVIIe et XVIIIe siècle, avant et après l'Unigenitus. Pour situer l'érudition dominicaine dans la culture du temps, deux questions sont essentielles. En premier lieu, l'érudition ecclésiastique connue dans la France du second XVIIe siècle une mutation décisive en devenant critique. Alors je sais que les médiévistes sont assez susceptibles sur ce point. Je ne veux certes pas dire qu'il n'y ait pas eu de critique avant. On nous a rappelé que Bernard Guy lui-même faisait un travail critique sur les sources, mais la notion de critique change au XVIIe siècle, et le discernement énoncé dans le nouveau langage du probabiliorisme moral devient le premier devoir de l'historien. Mabillon l'exprime parfaitement dans les années 1670, dans la controverse autour des Acta Sanctorum Ordinis Sancti Benedicti, mais dans le doute, il cite ses adversaires conservateurs de l'ordre, mais dans le doute, il faudrait toujours prendre le parti le plus avantageux à l'ordre. Cela est vrai lorsque les raisons balancent également de part et d'autre. Mais lorsqu'elles sont tellement inégales
qu'il n'y reste quasi point de probabilité de l'autre côté, si cela se peut appeler un doute, je maintiens qu'en ce cas, on est obligé de prendre le parti qui est le plus autorisé. Dès lors, le plus grave reproche que l'on puisse faire à un savant, c'est de manquer de critique. Et ceux que nous appelons aujourd'hui érudits, d'un terme postérieur, sont désignés au XVIIe siècle comme les critiques. Les dominicains sont très lents à accomplir ce tournant critique. Ils s'obstinent ainsi à défendre la tradition magdalénienne, à laquelle le couvent de Saint-Maximin est directement intéressé. Dans les années 1640, quand Jean de Launois, le dénicheur de saints, nie la venue de la Madeleine en Provence, il s'attire une série de répliques dominicaines. Et accessoirement, en partie sur intervention des dominicains, le brûlement de son livre par le Parlement de Provence. En 1676 et encore en 1699, dans son histoire ecclésiastique, le Père Noël Alexandre, du couvent parisien de Saint-Jacques, alors qui n'est pas, à mon sens, un véritable érudit, qui est plutôt un théologien qui utilise de seconde main les recherches érudites dans une vaste compilation pour les étudiants en théologie de la faculté de Paris, mais donc qui relaye l'érudition du temps, le Père Alexandre défend encore la légende complète des Saintes Maries de la Mer, l'arrivée du Lazare et de la Madeleine dans leur bateau sans voile, avec tous les détails. Et c'est l'occasion d'échanges assez aigres, surtout de la part d'Alexandre, avec le Nantin. Pensons encore à la polémique sur la généalogie de Saint-Dominique. Lorsque les jésuites bollandistes nièrent que le saint appartint à l'illustre famille des Guzman, les écrivains dominicains protestèrent avec indignation. Le futur maître général Brémond, donc déjà mentionné, publia en 1734 une série d'apologies contre les bollandistes pour réfuter, je cite, leurs aberrations, leurs inventions, leurs inepties, leur inique esprit partisan, leur style mordant et irrespectueux. En 1740, Brémond dédie au nouveau pape Benoît XIV, à titre de prémisse des annales des frères prêcheurs, sa démonstration historique de l'origine Guzman de Saint-Dominique. Le président de Brosse, qui rencontra le père Brémond à Rome en 1740, en parle avec éloge dans ses lettres familières. C'est un homme sage, doux, sensé, de bonne conversation et estimé dans son ordre. Il est assistant du général et pourra bien le devenir lui-même. Je ne lui sais qu'un travers d'esprit, c'est de croire de bonne foi que parce que Benoît XIII était dominicain, il faisait réellement des miracles. Le mot pourrait s'appliquer en général aux érudits dominicains. Même lorsque l'honneur de l'ordre n'est pas en jeu, il manifeste une prédilection pour des positions acritiques ou conservatrices, comme vous voudrez, à propos des suppléments de Comfis à la Bibliothèque des Pères, 4 in folio da Auctarium Novum, puis da Auctarium Novissimum, la Bibliothèque des Pères, Tillemont relève que le savant dominicain, je cite, est facile à soutenir les pièces les plus insoutenables. La seconde question qu'il faut au moins poser, c'est celle de l'intégration des érudits dominicains dans la République internationale des lettres. Goar et Comfis avaient un assez vaste réseau de correspondants et de collaborateurs, mais d'après leurs lettres conservées et les remerciements qui figurent dans leurs ouvrages, un réseau surtout tourné vers l'Italie et vers les Grecs de Venise. À Rome, où Goar avait séjourné, ils entretiennent des rapports étroits avec Lucas Solstenius et Léo Alasius, qui occupent l'un après l'autre la charge de premier custode de la Bibliothèque Vaticane, et en général avec tout le milieu qui gravite autour du cardinal Francesco Barberini. À Venise, Comfis correspond avec le crétois Gerasim Vlachos, futur métropolite de Philadelphie, donc en charge de la communauté des Grecs de Venise, de la dépendance du patriarcat de Constantinople, Gerasim Vlachos qui apporte une très importante contribution à l'édition de Maxime le Confesseur. On ne trouve pas trace de relation directe, en tout cas dans ce que j'ai trouvé, avec les savants protestants du Nord. Dans son Auctarium Novissimum, en 1672, Comfis publie une lettre d'inédit de Photius, que Nicolas Incius, lorsqu'il était envoyé des États de Hollande à Moscou, avait reçu du métropolite de Gaza, Paisios Ligarides, espèce d'aventurier ecclésiastique, grec avec les Grecs, latin avec les latins,
que Goar avait autrefois connu du reste quand Ligarides était au Collegio Greco de Rome. Mais il n'y a pas eu de rapport direct entre Comfis et Incius. C'est Emery Bigot, l'érudit de Rouen, qui avait lui-même reçu cette lettre d'Incius, qui la transmet à Comfis pour publication. Il en va différemment une génération plus tard avec Michel Lequien, qui pendant en tout cas toute la première décennie du XVIIIe siècle joua un rôle clé dans les échanges savants entre la France et l'Angleterre. Lequien maintient, malgré de considérables difficultés de communication pendant toute la guerre de succession d'Espagne, une correspondance suivie avec Johann Ernst Grabe, érudit luthérien passé en Angleterre et converti à une espèce d'anglicanisme sui generis, une petite église en marge de l'anglicanisme, auquel il rend de grands services. Et par l'intermédiaire de Grabe, Lequien noua d'autres contacts, ainsi avec Éric Benzelius, fils de l'archevêque d'Uppsala, lui-même futur primat de l'église de Suède, qui séjourne à Paris, qui est recommandé par Grabe à Lequien et auquel Lequien fournit beaucoup d'assistance pour ses recherches. Lequien semble avoir craint que ses relations avec l'Angleterre, pour des raisons religieuses ou politiques ou les deux, ne lui créent des difficultés en France. En 1706, il s'inquiète en apprenant que John Hudson, le bibliothécaire de la Bodléienne, lui a dédié un volume de son édition de Denis d'Halicarnasse, édition pour laquelle Lequien avait fourni la collation de manuscrits parisiens. J'aurais voulu qu'il s'abstint d'une déclaration si solennelle, d'autant plus qu'il y a peut-être lieu de craindre qu'on ne m'en ôte l'occasion de rendre de semblables services à lui comme à d'autres. La figure de Lequien, qui mériterait une étude approfondie, reste à certains égards énigmatique. Ses lettres, ses relations avec Richard Simon, avec l'abbé de Longrue, donnent l'impression de quelqu'un que la timidité ne retient pas. Il est très révélateur que Comfis ait préparé une édition et traduit en latin un texte hérétique, un texte sulfureux, qui sont les Excerpta Theodoti de Clément d'Alexandrie. Comfis décide de ne pas publier parce que le texte qui nie l'immortalité de l'âme est trop embarrassant. Et on voit Lequien dans sa correspondance qui envoie le texte en Angleterre pour le faire publier à Oxford, et finalement, par tout un réseau, il est publié par Fabricius, donc sur le continent, par l'érudit luthérien Fabricius. Alors, comment comprendre que plus tard, dans les années 1720, Lequien est tenu à intervenir dans la dispute sur les ordinations anglicanes pour soutenir, contre le génovéfin janséniste de Couraillé, la thèse de l'invalidité, pour soutenir donc absolument la thèse romaine contre la position donc plus ouverte de Le Couraillé. L'abbé Gouget livre sans doute une clé quand il relève, à propos des longues dissertations théologiques dont Lequien avait accompagné son édition de Jean Damascène, notamment sur la procession du Saint-Esprit, sur le purgatoire, que Lequien avait étudié la controverse, mais plus dans les écrits des scolastiques que dans ceux des pères et dans les définitions des conciles. Cette volonté d'unir science des textes et méthode scolastique, au lieu de dénigrer plus ou moins explicitement la scolastique au nom de la nouvelle théologie positive, comme le font tant de gallicans, cette volonté d'union est aussi au cœur de l'entreprise de vulgarisation du père Alexandre, qui entreprend de traiter, selon la méthode scolastique, les questions historiques. Et pour Alexandre, il y allait de la sauvegarde du rôle de l'ordre dominicain comme champion de l'orthodoxie. J'étais persuadé que les hommes de notre ordre, auxquels l'étude de la vraie théologie, la tâche de réfuter les hérésies, d'être les champions de la foi, de défendre l'Église, ont été transmises par notre très saint Père Dominique et par le docteur Angélique comme par droit héréditaire, que les hommes de notre ordre ne pourraient jamais s'acquitter de ces devoirs éminents s'ils ne s'appliquent pas aux études de la théologie dogmatique et thétique, c'est-à-dire, dans le vocabulaire du temps, de la théologie positive. Le XVIIe siècle, on le sait, voit la division et l'éclatement potentiel de la théologie en spécialité. Le père Chenu, dans un passage bien connu d'une école de théologie, le Sauchoir,
exécuta sommairement les thomistes du XVIIe siècle, fauteurs, selon lui, de cette décomposition, je le cite. Il est pourtant manifeste, pour qu'il les replace dans le contexte de leur temps, que l'originalité des dominicains français fut au contraire de refuser cette évolution et de chercher à préserver une unité, peut-être déjà impossible à tenir. On observerait la même volonté d'union dans la théologie morale dominicaine, dont le rigorisme est aussi, et peut-être d'abord, un refus que la théologie morale devienne une pure casuistique, dominée par des spécialistes des cas de conscience, et qui entendent l'arrimer fermement à un travail sur les pères de l'Église et sur la tradition. Les érudits de l'ordre sont aussi, toujours, en même temps, des théologiens. Je vous remercie.